Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner les voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous mettre des étoiles plein les yeux en vous parlant d'une destination qui pourrait vous sembler lointaine, inatteignable, inabordable, à laquelle on se refuse même de penser. Mais maintenant que nous y sommes allés après près de 25 ans de voyage aux États-Unis, nous n'avons qu'une seule envie, y retourner. Et je veux parler d'Hawaï. Alors contrairement à beaucoup d'autres destinations américaines, il est vrai que nous n'y sommes allés qu'une seule fois. Enfin pour l'instant. Mais par contre, on y a envoyé plusieurs familles ces dernières années et toutes sont revenues enchantées comme nous. Alors certes, vous comprendrez à l'écoute de ce podcast les raisons de cette découverte tardive. Et je peux dès à présent vous assurer que cette découverte a vraiment été un électrochoc pour nous. Nous sommes partis avec de grands espoirs. Nous avions peur d'être un petit peu déçus au vu de l'investissement que nécessite un tel voyage. Mais 4 semaines de découvertes sur place ont suffi pour hisser Hawaï dans le top 3 de nos destinations américaines coup de cœur. Alors, autant vous prévenir, si vous ne souhaitez pas succomber à cette destination, stop, arrêtez tout de suite ce podcast. Et pour les autres, c'est parti pour une petite heure de découverte de cette merveilleuse destination. Alors, Silver, pourrais-tu déjà commencer en situant Hawaï ? Alors, on peut effectivement commencer par un petit point géographique. Donc Hawaï, c'est un archipel qui est constitué de 137 îles différentes. Elles sont toutes d'origine volcanique. En fait, Hawaï est situé sur un point chaud au milieu de l'océan Pacifique. Donc un point chaud, c'est un point où le magma souterrain affleure la croûte terrestre et ça crée des phénomènes volcaniques. Et du coup, c'est la verticale. À la verticale du point chaud, exactement. Et ces volcans, ils vont jaillir sous l'eau. Et l'accumulation du magma qui s'échappe de ces volcans sous-marins va finir progressivement par émerger et créer une première île volcanique. Et cette île, elle va grandir pendant un certain temps, mais progressivement, le déplacement des plaques tectoniques au-dessus du point chaud va déplacer le point chaud hors de la zone de cette île. Et les volcans qui créent cette île vont progressivement s'éteindre. Et en fait, d'autres volcans vont créer d'autres îles un petit peu plus loin. Et ce qui va faire un archipel, finalement. Et ce qui va faire un archipel. Et pendant ce temps, les îles précédentes, celles qui se sont déplacées, elles sont soumises à l'érosion progressive du vent, de la mer, et du coup, elles vont progressivement réduire en taille. Donc, c'est un phénomène progressif où les îles les plus anciennes ont déjà commencé à être rabotées par l'érosion, et certaines vont même disparaître, tandis que de nouvelles îles vont se former à l'autre bout de l'archipel. Et donc on a comme ça un archipel qui suit une diagonale du nord-ouest au sud-est, en plein milieu de l'océan Pacifique. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, l'île qui est la plus au nord, nord-ouest en fait, c'est l'île la plus ancienne. La plus ancienne et une des plus petites. L'île la plus au sud-est, c'est la plus grande et c'est la plus récente. C'est Big Island, Hawaï. On va en reparler. Alors c'est la plus récente, mais il y a déjà, justement... Les prémices d'une nouvelle île. Effectivement, on voit apparaître des volcans sous-marins au sud-est de Big Island. Et ces volcans, dans quelques centaines d'années probablement, vont faire émerger une nouvelle île. Et l'île de Big Island va commencer, à voir ces volcans s'éteindre, c'est déjà en partie le cas, et a commencé son travail d'érosion pour rejoindre les suivantes. Alors tu as parlé en fait de 137 îles, mais en fait nous on va plutôt apporter notre attention sur 5 îles. Oui, en fait la plupart de ces 137 îles sont des petits îlots de taille très très petite, voire minuscule, mais 5 d'entre elles sont de taille relativement importante et surtout sont peuplées. C'est l'île de Kauai, c'est la plus ancienne, qui se trouve au nord-ouest. C'est la plus ancienne des îles principales. Ensuite, il y a l'île de Molokai, qui est la plus petite de ces 5 îles peuplées, avec un peuplement permanent. Maui, qui est la deuxième plus grande par la taille. Oahu, qui est pas la plus grande, mais qui est de loin la plus peuplée. C'est celle qui accueille la capitale, Honolulu.
Et enfin, Big Island, dont le vrai nom est Hawaï, qui est du coup la plus grande île, la plus récente, et c'est elle qui a donné son nom à l'ensemble de l'archipel, car c'est son roi, on reviendra dessus, Kamehameha Ier, qui va unifier par la conquête militaire l'ensemble de l'archipel, et cela quelques années seulement après les premiers contacts des Polynésiens avec les Occidentaux. On y reviendra. Alors, l'archipel d'Hawaï, c'est un archipel qui est vraiment isolé finalement. Oui, c'est pas un archipel isolé, c'est l'archipel habité le plus isolé de toute la planète. Donc effectivement, il faut se rendre compte que l'océan Pacifique, c'est un tiers de la surface du globe. C'est plus grand que l'ensemble des terres émergées du globe. Donc c'est vraiment une partie importante de la planète. Eh bien, Hawaï se trouve quasiment au centre de ce désert aquatique. En gros, à Hawaï, on est à 4000 km de la côte ouest des États-Unis, de Los Angeles. Environ 6 heures d'avion. Ouais, donc 6 bonnes heures d'avion. Mais on est à 6000 km du Japon, au nord-ouest. On est à 4500 km de Tahiti et de la Polynésie française et 8000 km de l'Australie au sud. Donc on est vraiment loin de tout. Et cet isolement, il est vraiment caractéristique de cette île. On peut le manifester par une chose simple. En été, entre la France et Hawaï, il y a 12 heures de décalage horaire. Donc on peut dire que Hawaï est quasiment aux antipodes de la France, de l'autre côté du globe. Alors techniquement, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en latitude, c'est pas le cas, mais l'image est là. C'est vraiment une des zones les plus éloignées de la France. 12 heures de décalage horaire, c'est quand même impressionnant. Hein, on le verra sur place, à vrai, pas facile à manager, mais bon. Alors, ces îles, du coup, elles sont sorties de volcans au milieu de nulle part. Et avant que l'homme arrive sur ces îles, avant que les premiers peuplements arrivent, les seules espèces végétales ou animales qui étaient sur les îles d'Hawaï, sur l'archipel d'Hawaï, sont arrivées soit par leurs propres moyens, donc des oiseaux ou des animaux marins qui sont arrivés en volant ou en nageant, soit ils ont été portés par le vent, ou portés par l'océan, ou portés par ces oiseaux, justement. Et il n'y avait rien sur ces îles qui n'y ait été amené de cette façon-là. Et du coup, ça a créé une faune et une flore très particulières qui ont vraiment évolué en vase clos pendant des milliers d'années, ce qui a créé des sous-espèces endémiques qui sont uniques au monde et une végétation qui est vraiment très particulière. Et notamment, il y avait pendant longtemps aucun prédateur, notamment pour les plantes. Et ça a une des conséquences sur la faune. Oui, sur la flore, exactement. En fait, l'évolution va faire disparaître des caractéristiques inhérentes à certaines espèces qui étaient là pour les protéger des prédateurs. Et en l'absence de prédateurs, ces plantes n'avaient plus besoin de ces caractéristiques-là. Et donc, dans la jungle luxuriante d'Hawaï, c'est une jungle particulièrement accueillante. Ouais, ça nous a surpris, nous. C'est très étonnant, ouais. Dans la plupart des autres jungles, c'est des jungles qui se protègent. Il y a des épines, des plantes urticaires, et beaucoup de choses comme ça qu'on ne trouve pas à Hawaï. Et en fait, toutes les caractéristiques de défense de ces plantes ont disparu au cours du temps sous l'effet de l'évolution. On peut citer des exemples assez amusants. Le plus connu, c'est les framboises d'Hawaï. Donc la framboise, c'est une ronce. Les ronces, on sait que c'est plein d'épines. Eh ben, la framboise d'Hawaï n'est pas dotée d'épines. Elle a évolué sans épines parce qu'elle n'en avait pas besoin. Donc c'est une dépense d'énergie inutile que de faire pousser ces épines. Même pour les orties. Ouais, les orties d'Hawaï n'ont pas de pouvoir urticant. On peut les toucher, les prendre dans la main. Elles n'ont pas besoin de se protéger. Donc elles ont arrêté de produire ces substances-là. Et encore plus étonnant, la menthe d'Hawaï n'a pas d'odeur. Elle ne sent pas la menthe, elle ne produit pas de menthol, qui est une substance que la menthe sécrète pour repousser les insectes et certains prédateurs mammifères. Et ce répulsif n'est pas nécessaire, donc elle a arrêté d'en produire, et donc la menthe Hawaï n'a aucune odeur. Mais du coup, venons-en à l'histoire effectivement d'Hawaï, de sa population. Alors, l'arrivée des hommes, elle est assez récente. Enfin, ça dépend comment on voit les choses sur cet archipel reculé. Et en fait, elle est surtout un véritable miracle. Parce que vu l'isolement des îles, imaginez qu'il y a à peu près 1500 ans, soit vers l'an 500, des navigateurs polynésiens
sans doute aux provenances des îles Marquises, on n'en est pas totalement sûr, qui voyageaient dans des pirogues doubles, vont finir par découvrir ces petits lopins de terre au milieu de cet océan désertique. C'est un exploit absolument improbable. Et ce qui est encore plus improbable, c'est qu'ils vont les coloniser, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de les trouver, d'en repartir et d'y retourner à plusieurs reprises. Et ils vont donc coloniser ces terres, ils vont y retourner à leur guise et il va y avoir tout un système de navigation entre différentes îles polynésiennes et Hawaï pendant un certain nombre d'années. La dernière vague d'immigration, celle qui va vraiment fonder la population actuelle de Hawaï, on pense qu'elle vient de Tahiti. Et elle va donner le système culturel, le système juridique, le système des kapus, hein, c'est les codes de loi qui organisaient la société hawaïenne. Oui, retenez bien ce mot, kapu. Ouais. Le kapu, c'est tout ce qui est interdit en fait, ouais, c'est les règles des interdictions. Et par contre, on pense que pendant plusieurs siècles, Hawaï va se couper des autres îles polynésiennes et notamment de Tahiti, qu'il n'y aura plus d'échange et que les Hawaïens vont donc vivre en autarcie, en autonomie sur leurs îles. Ils ont la connaissance qu'ils viennent d'autres îles plus loin, mais ils n'ont plus d'échange avec ces îles pendant plusieurs centaines d'années probablement, jusqu'à l'arrivée des Européens. Donc quand les premiers Européens vont arriver sur les îles d'Hawaï, c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est à la fin du XVIIIe exactement. Ça fait déjà très très longtemps qu'Hawaï est coupé du monde. Et qu'elle a déjà sa propre culture. Oui, elle a fait évoluer ses coutumes, ses pratiques culturelles, ses danses, ses tatouages, etc., comme on les trouve dans d'autres endroits, mais avec ses différences propres. Mais du coup, quand ont été introduits les différents animaux Alors, effectivement, il y avait quelques animaux qui sont arrivés par leurs propres moyens, mais la plupart des animaux un peu importants et des mammifères ont été emportés par l'homme, notamment dans une première vague par les Polynésiens qui ont amené notamment les porcs sauvages. Donc, ils ont libéré sur l'île des petits porcelets qui se sont adaptés à l'environnement et qui ont été chassés ensuite. C'est une des bases de la gastronomie hawaïenne, on le reverra. Ils ont apporté les poules. Alors pour le coup, elles sont restées parce que à Hawaï, vous vous baladez n'importe où. Il y a des poules, des coqs qui se baladent partout sur les plages. Voilà, c'est vraiment un emblème très 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 fort. Et c'est vraiment plus tard, lorsque les Européens sont arrivés, qu'on va introduire des chèvres, des moutons, des vaches, et puis des porcs européens qui sont un peu plus gros que ceux qui avaient apporté les Polynésiens, qui vont se mélanger avec les porcs polynésiens, qui vont donner l'espèce de porc sauvage beaucoup plus gros et beaucoup plus agressif qu'on trouve encore aujourd'hui dans les forêts sauvages d'Hawaï. Quelle était l'organisation, on va dire, politique de l'archipel ? Alors déjà, il faut bien comprendre que lorsque les Européens découvrent les îles d'Hawaï, c'est une culture qui ne vit pas avec un progrès technologique. Donc ils sont à peu près dans les mêmes dispositions que quand ils ont colonisé l'île. Ils sont toujours à l'âge de pierre. Ils ne connaissent ni le métal, ni l'écriture. C'est une tradition orale et c'est des cultures qui sont technologiquement très très peu développées. Donc le gap technologique avec les Européens qui arrivent est très important. Et du coup, ils vivent avec une structure de royaume. En fait, on a un peu une île, un royaume, et ces royaumes se font plus ou moins la guerre ou signent des traités de paix, mais vivent un peu séparés les uns des autres avec des règles assez strictes d'organisation en castes. Ouais, mais même au sein de chaque royaume, quand même, ils faisaient les différents villages, faisaient la guerre aussi. Oui, tout à fait, ça pouvait arriver. Et puis il y a vraiment un système de castes. On est dans une certaine caste de guerriers, de pêcheurs, de paysans ou d'élites. Et on ne peut pas en sortir. Alors, d'ailleurs, tu parles des pêcheurs. Je pense que c'est intéressant d'en parler maintenant, de la culture, effectivement, à cette époque-là. C'est vrai que la plupart des Hawaïens, à cette époque, vivent dans des villages qui sont sur les côtes. Une des activités principales... Et pas dans les montagnes, et pas trop à l'intérieur. Une des activités principales, c'est évidemment la pêche. Mais c'est aussi un peuple qui cultive. Et pour le coup,
Ils vont cultiver à l'intérieur des terres, dans les vallées, mais c'est pas forcément l'endroit où ils vivent. Donc ils y vont à certaines saisons pour la récolte, pour planter. Et c'est dans les flancs des montagnes qu'ils ils font des cultures d'étage. Exactement. Ils vont profiter en fait de ces montagnes pour faire des cultures à étage qui leur permet d'avoir différents niveaux de température et d'humidité. Et notamment, ils vont faire une culture importante du taro. Alors, revenons un petit peu justement à l'arrivée des Européens. Des Européens. Alors, ce qu'on pense, c'est que les Espagnols, qui eux commerçaient à travers l'océan Pacifique, parce qu'ils avaient des colonies au Mexique, en Amérique centrale, et ils avaient des colonies en Asie, notamment aux Philippines. Et ils avaient beaucoup de bateaux qui du coup traversaient l'océan Pacifique entre ces deux colonies. Et on pense très clairement qu'ils avaient découvert les îles d'Hawaï, même s'ils ne s'y étaient pas forcément arrêtés. En tout cas, il y a certaines cartes d'époque espagnole qui font mention de ces îles. Et on pense d'ailleurs que c'est l'explorateur britannique James Cook, avec une carte espagnole, qui va en 1778 découvrir réellement l'archipel et mettre les pieds, avoir le premier contact avec ses habitants sur l'île de Kauai. Et il va nommer cet archipel et ces îles les îles Sandwich. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et cela en l'honneur du lord anglais qui finance ces expéditions et qui est l'inventeur du sandwich. Et donc, il aura eu deux choses. Donc, il va les appeler les îles Sandwich. Alors, heureusement qu'ils ont changé le nom quand même. Et il va avoir plusieurs contacts. Il va faire 2 voyages à Hawaï. Et c'est lors de son 2e voyage, alors qu'il avait été très, très bien accueilli, il s'était très bien entendu avec les autochtones lors de son premier voyage. Il va avoir des accrochages, des différences culturelles, des erreurs d'appréciation qui vont conduire à des escarmouches. Et c'est dans l'une d'entre elles que James Cook va être tué sur l'île de Big Island et qu'on va avoir les premiers accrochages un peu plus durs. Mais malgré tout, malgré ces accrochages, eh bien, il y aura des contacts continus à partir de ce moment-là avec des Européens, notamment des gens qui vont faire des mouillages et commencer un peu de commerce, quelques Européens qui vont rester sur les îles pendant un certain nombre d'années. Pour faire du ravitaillement. Du ravitaillement, avoir un peu d'eau douce, etc. sur les grandes traversées. Et donc une quinzaine d'années après les premiers contacts, une quinzaine d'années après James Cook, le chef de l'île d'Hawaï, qui est Kamehameha, dont on a parlé précédemment. Dont on a parlé, exactement, va entreprendre la conquête des îles voisines. Avec une campagne militaire assez impressionnante. Il va il va prendre la tête d'une armée de 10 à 15 000 soldats, 15 000 guerriers, qui seront véhiculés par une flotte de plus de 1000 pirogues. Et il va faire cette conquête grâce à certains équipements militaires modernes qu'il aura récupérés auprès des Occidentaux, notamment quelques canons, et il va avoir quelques unités avec des mousquets. Et ça va lui donner la supériorité militaire qui lui permettra d'unifier toutes les îles de l'archipel sous son nom. Et du coup, c'est pour ça que l'ensemble des îles, on va appeler ça les îles Hawaï, parce qu'il va leur donner le nom de son royaume à lui, qui est le royaume d'Hawaï, qui est l'île aujourd'hui qu'on appelle aussi Big Island, pour faire la différence entre le nom de l'archipel et le nom de l'île. Et il fondera une dynastie. Et il va donc fonder une dynastie qui va durer une centaine d'années. Et donc le règne des Kamehameha va s'enchaîner jusqu'en 1887, donc sur une centaine d'années. Et en 1887, il va y avoir la première constitution moderne qui va être mise en place. Et dans cette constitution, le rôle du roi va être beaucoup plus en retrait. Il y a une assemblée, il y a des votes, etc. Et du coup, quelques années seulement après la mise en place de cette constitution moderne, la reine qui règne à l'époque, en 1893, elle sent que c'est sa dernière chance de ne pas voir le pouvoir lui échapper directement et définitivement. Et elle va tenter de rétablir la monarchie absolue. Et ça va échouer parce que les Occidentaux, qui sont désormais assez nombreux sur l'île, vont la renverser. Et dans la foulée, ils vont pétitionner les États-Unis pour demander à être annexés à l'intérieur de l'Union américaine et de devenir un territoire américain.
Alors la raison est particulièrement intéressante. Tu pourrais nous la donner? La raison de ce choix. Alors, elle a un peu d'actualité, on va dire. Pourquoi ce choix des États-Unis de la part de ces Occidentaux qui vivaient à Hawaï? Ils auraient pu faire des choix différents. Ils auraient pu faire le choix de l'indépendance aussi. Ils ont fait ce choix pour une raison assez économique et assez pratique. En fait, la principale culture de l'île et la principale richesse de l'île, c'est la culture de la canne à sucre à l'époque. Et en 1890, aux États-Unis, le président McKinley va introduire des tarifs douaniers importants sur tout un ensemble de produits qui sont importés aux États-Unis, dont notamment le sucre, qui est taxé très très fortement. Et cette taxe va menacer de ruiner l'économie des îles d'Hawaï. Et du coup, les grandes plantations ont préféré pétitionner pour rentrer à l'intérieur des États-Unis afin que leurs produits échappent aux taxes, plutôt que de rester indépendants et d'essayer de leur vendre. Et donc, c'est ce qui va se produire. Alors, je pense qu'il est important aussi de rappeler qu'à cette même époque-là, en fait, c'est le début d'une autre immigration, en fait. Oui, alors comme c'est une époque où on a besoin de main-d'œuvre, on l'a fait venir d'un peu là où c'est possible. Et une de ces sources d'immigration, c'est la main-d'œuvre japonaise. Et on commence à partir de 1890, de ces années-là, à avoir une importante immigration japonaise, notamment d'abord dans les plantations, pour servir d'ouvriers dans les plantations, mais après qui vont s'installer et puis développer tout un ensemble d'autres métiers. Tant et si bien que un demi-siècle plus tard, en 1941, lorsque le Japon va attaquer les États-Unis et couler la flotte américaine à Pearl Harbor, ce qui va faire basculer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, sur le territoire d'Hawaï qui est américain, 37% de la population, un peu moins de 40% de la population est d'ascendance japonaise. Ce qui est assez étonnant et qu'on n'imagine pas. Et aujourd'hui encore, on voit clairement dans la population d'Hawaï ces ascendances japonaises. Il y a à peu près 20% de la population qui a des ascendances japonaises. Et cette immigration, on voit toujours sa présence aussi il y a une forte présence dans la culture hawaïenne, notamment dans la gastronomie hawaïenne. On en reparlera, on trouve des temples, etc. Et aussi, il y a de nombreux touristes japonais. C'est vrai nous a vraiment surpris. Dans les touristes qui fréquentent Hawaï, il y a beaucoup d'Américains, évidemment, parce que c'est chez eux. Mais en deuxième lieu, ce sont les Japonais. Alors, c'est aussi ceux qui sont pas trop loin. Enfin, il y a quand même 6000 km. Mais oui, c'est une destination importante pour les Japonais. Et enfin, pour clore l'histoire... cette explication, ce résumé historique, il faudra attendre 1959 pour qu'Hawaï devienne le 50e État des États-Unis, juste en même temps, mais juste après l'Alaska. Et c'est le seul État des États-Unis qui se trouve en dehors du continent américain, puisque au milieu de la zone Pacifique, on n'est plus sur le continent américain. Et donc, effectivement, ce n'est qu'en 1959 que Hawaï devient la 50e étoile sur le drapeau américain. Okay. Alors pour continuer à mieux comprendre effectivement Hawaï et cet archipel, on peut parler aussi du climat cet hiver. Alors techniquement, le climat d'Hawaï, c'est un climat tropical. Mais par rapport à beaucoup d'autres endroits où on a ce même type de climat tropical, c'est très très modifié par le fait que l'archipel d'Hawaï est balayé en permanence par les alizés, c'est-à-dire des vents de mer qui vont chasser l'humidité excessive et chasser aussi la chaleur excessive. Ce qui fait que Hawaï, dans ce climat dit tropical, les températures restent quand même tout à fait supportables. Moi, je trouve. C'est chaud, mais clément. Voilà, exactement. Et on n'a pas on se sent pas étouffé. On se sent pas comme en Floride en été. On se sent pas comme en Asie du Sud-Est, exactement, parce qu'on a ce caractère tempérant des alizés. Et d'ailleurs, à Hawaï, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas la climatisation, ce qui est très rare aux États-Unis. Et à Hawaï, en fait, il suffit d'ouvrir 2 fenêtres et on a un courant d'air frais qui parcourt la maison. Donc, c'est pas franchement 100% nécessaire. Et du coup, on a plutôt 2 saisons, l'été et l'hiver. On a exactement. Il n'y a pas de mi-saison, ça n'existe pas. On passe directement de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été. Il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. Et les différences entre l'hiver et l'été sont assez minimes, en fait. Du coup, on a l'hiver de novembre à avril et après de mai à octobre, c'est l'été. L'été, exactement. Alors, c'est quoi les différences? C'est que l'été, il est un petit peu plus chaud et un petit peu plus sec. Enfin, on va avoir des températures moyennes entre 29, 30, 31 degrés en général. Et l'hiver, il est un petit peu plus froid et un peu plus humide avec des températures plutôt entre 25, 26, 27 degrés.
Et ça a évidemment un impact sur la température de l'eau. L'eau, elle est grosso modo vers 27, parfois 28 en été, donc très agréable. Et elle va descendre vers 24, 25 degrés en hiver. Disons qu'en hiver, elle ressemble un peu à l'eau de la Méditerranée en été. Mais disons qu'en été, quand même, elle est moins chaude qu'en Floride. Alors, c'est nettement moins chaud qu'en Floride. Mais surtout qu'il y a du vent. Et ça se sent aussi. Mais on peut quand même se baigner toute l'année. Même si pour certains, tu as une petite combinaison, même l'été. Une petite veste néoprène, ça fait du bien. En hiver surtout, en été pour ceux qui sont un peu frileux. Et puis surtout quand on fait de la baignade prolongée, si on va juste se baigner un quart d'heure, c'est pas un problème. Et c'est vrai que si on fait du snorkeling, on peut rester des fois 1 heure, 2 heures dans l'eau. On en parlera après quand on parlera aussi, des activités, effectivement. Voilà, ou si on pratique le surf, parce que là on va être mouillé, sortir et se faire balayer par le vent. Et là du coup, un petit haut technique néoprène, ça peut aider. Alors, on peut voir qu'en fait il y a une différence entre la partie nord de l'île et la partie sud. Je dirais même les parties nord et les parties sud. Pas tant au niveau des températures, mais plutôt au niveau des vagues. L'eau est beaucoup plus agitée au nord qu'au sud, et elle l'est encore plus en hiver. Alors c'est assez clair, en hiver en fait c'est vraiment la saison des grandes vagues, et toutes les parties nord des îles sont balayées par des vagues géantes qui sont du coup devenues célèbres pour le surf, la planche à voile, etc. Et ce qui est assez incroyable, c'est de savoir pourquoi il y a ces vagues géantes. En fait, en hiver, il y a des tempêtes au nord. Et quand je dis au nord, en fait, il y a des tempêtes entre l'Alaska, la Russie et le Japon. Donc vraiment dans les mers à 5000 km beaucoup plus au nord, il y a des énormes tempêtes. Ces tempêtes créent de la houle, et cette houle va se propager vers le sud. Et il n'y a aucun obstacle qui l'empêche de se propager. Donc on va avoir des ondes qui vont se propager à la surface de l'océan. Alors, c'est des ondes très très allongées, ça ne se voit pas forcément beaucoup sur l'océan. Mais quand ces ondes allongées vont venir frapper, percuter les îles d'Hawaï, et notamment la paroi sous-marine qui fait se dresser ces îles, eh ben, l'onde horizontale va passer à la verticale, et ça va soulever d'énormes vagues. L'énergie va se contracter vers le haut, et c'est ça qui va former ces vagues géantes à cause de tempêtes à 5000 km plus au nord. Et du coup, dernier point concernant le climat, en fait, on a vu que c'était des îles volcaniques, et du coup, en leur centre, ce sont des montagnes. Absolument, c'est des îles volcaniques avec des montagnes au milieu, alors plus ou moins érodées selon les îles. Et du coup, on a 2 versants, on a un versant nord et un versant sud qui ne sont pas exposés de la même façon au vent. Et ces montagnes peuvent bloquer aussi les nuages. Ça fait généralement qu'il pleut beaucoup plus sur les parties nord des îles que sur les parties sud. Et du coup, le climat n'est pas le même et la végétation n'est pas du tout la même. Les jungles luxuriantes se trouvent toujours sur les versants nord, et sur les versants sud, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à des steppes un peu arides, un peu comme la savane africaine, etc. Et alors que voilà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus tropical et jungle de l'autre côté. Donc on a des grosses différences selon le côté qu'on est des îles, sachant que ces îles sont petites, donc c'est très très facile dans la même journée de passer d'un côté à l'autre. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit par rapport au climat, quand doit-on aller à Hawaï ? Fondamentalement, je l'ai dit, on pourrait y aller un peu quand on veut, il n'y a pas de mauvaise saison en soi pour y aller. Mais on va dire que les saisons hautes, c'est surtout l'hiver et le début du printemps. Alors quand je dis que c'est les saisons hautes, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure saison en soi. Les gens n'y vont pas parce que c'est la meilleure saison, mais ils y vont. Plus chères. Alors c'est forcément la saison la plus chère. Oui. Mais en fait, pourquoi les gens y vont à cette saison-là ? Tout simplement parce que c'est les saisons où les endroits dont ils viennent sont froids. Donc en gros, les Américains en hiver et au début du printemps, il fait encore froid chez eux. Pareil pour les Japonais, ils veulent partir au soleil, donc ils partent dans ces saisons-là. Mais fondamentalement, nous, si on nous demandait quelle serait notre saison probablement préférée, ce serait plutôt l'été, voire la fin de l'été, le août-septembre, parce que c'est une saison plutôt basse, il n'y a pas beaucoup de monde, les prix sont un peu plus bas, l'eau est plus chaude. Et il y a moins de touristes. Il y a moins de touristes. C'est ce qu'on préfère. Donc c'est vraiment idéal. Donc ça tombe bien pour nous si on veut partir en été en Floride, plutôt d'ailleurs sur août que sur juillet. On a des conditions qui sont parfaites. Bon, et après, on le verra plus tard, mais effectivement, les Américains, généralement, quand ils partent 1 semaine, voire 10 jours, mais pas plus, alors que nous, effectivement, pour partir aussi loin comme ça, on a besoin de plus de semaines. Tout à fait. Donc, la période estivale s'y prête bien.
Donc maintenant qu'on a vu quand y aller, on va dire comment on y accède. Alors évidemment, en avion. Et il faut voir que chaque île principale a un ou plusieurs aéroports, et que ce sont des aéroports internationaux. Donc internationaux, je mettrais des petits guillemets parfois, parce qu'en fait, les aéroports peuvent être petits, c'est-à-dire que souvent on arrive sur le tarmac, on débarque comme ça, et après on va pas jusqu'au terminal, on va jusqu'au terminal. Et éventuellement, il a 10 murs. Parfois, alors, c'est pas celui d'Honolulu, mais quand même. Effectivement, c'est des petits aéroports, mais ça reste des aéroports internationaux. Ils sont charmants. Puisqu'il y a des vols qui viennent de nombreux pays. Oui. Et du coup, on peut arriver directement dans l'île de son choix. On n'est pas obligé d'arriver, par exemple, à Honolulu et ensuite de passer sur une autre île. On peut arriver, selon, après, à voir si les vols sont plus intéressants, mais de cette façon-là. Par contre, il n'y a pas de vol direct depuis la France, donc on a obligatoirement une escale. Au minimum une escale, généralement aux États-Unis. Ouais. Dans certains cas, on peut faire dans le sens inverse, c'est faire une escale par le Japon, c'est rarement intéressant. Et effectivement, donc on aura au moins une escale, parfois deux, on reviendra dessus. Et comment s'effectue la circulation entre les îles ? Alors, entre les îles, la circulation, elle se fait de la même manière par avion. Donc, en fait, il y a plusieurs compagnies, principalement Hawaiian Airlines et Southwest Airlines, qui relient tous les aéroports avec des vols quotidiens très, très nombreux. Il y a des vols toutes les heures, donc il y a vraiment beaucoup de vols. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Ouais. Quand on dit c'est pas cher, ça environ 80 € l'aller. Ouais, c'est ça, en gros. C'est vraiment des vols pas très chers. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est si peu cher qu'en fait, il n'y a quasiment aucun ferry qui permettent de passer d'une île à l'autre. Ça, c'est surprenant, effectivement. C'est assez surprenant. Donc, en gros, tout se fait en avion. Et après, il y a des bateaux de cargo qui peuvent ensuite alimenter les îles en matériel, en nourriture, etc. Mais pour la circulation des personnes, c'est exclusivement par avion. Du coup, vous devez changer à chaque fois de location de voiture. Exactement. Si vous faites 3 îles dans un voyage, vous prendrez 3 locations de voiture et autant d'avions entre chaque île. Donc, on a bien compris qu'on aura une escale. Minimum. Voilà, minimum. Et du coup, le temps de vol sera minimum entre 20 heures, 24 heures. Ouais, si on a une seule escale, on va en être entre 20 et 24 heures de vol selon la localisation de l'escale et la durée de l'escale. Et si on a une deuxième escale, si on veut faire baisser les prix, c'est parfois ce qui peut être obligé de faire, on peut monter à 30 heures de vol, des fois plus. Donc, ce qui fait quelque chose d'assez long. Mais à l'aller, honnêtement, c'est pas si gênant que ça. On part le matin de France et on va arriver en fin d'après-midi ou dans la soirée à Hawaï après 24 heures. Mais on aura fait juste une très, très, très longue journée. Mais voilà, c'est pas si compliqué. Le retour est beaucoup plus compliqué. Parce que même si c'est la même distance et la même durée, le décalage horaire, il va se faire dans l'autre sens. Ce qui veut dire que forcément, quand on revient d'Hawaï, c'est pas J+1 déjà, c'est J+2. Exactement, parce qu'en fait, on va faire 2 vols de nuit. On va partir un soir de Hawaï. On a un premier vol de 6 heures 6, 7 ou 8 heures selon l'endroit où on va pour rejoindre les États-Unis. C'est un vol de nuit. On arrive du coup dans la matinée aux États-Unis. Là, on a une première escale. Plus ou moins longue. Et on va reprendre un vol à destination de l'Europe. Et ce deuxième vol, c'est à nouveau un vol de nuit. Donc on va se taper 2 nuits d'affilée dans l'avion et arriver 2 jours après son départ à cause du décalage horaire qui se rajoute aux 24 heures. Excuse-moi Sylvain, mais pourquoi s'infliger ce calvaire ? Eh bien oui, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que pour tout ce qu'on va aller trouver sur place à Hawaï et qu'on va maintenant essayer de vous expliciter. Alors vraiment, je veux dire, en un mot, effectivement, ce qu'on trouve sur place, c'est qu'un mix entre les activités balnéaires et les activités de randonnée, tout ce qu'on aime. Exactement, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir faire des choses qui ressemblent à de la plage, du snorkeling, du kayak de mer, des sorties en bateau, aller voir les dauphins, etc., etc. Et d'un autre côté, dans les mêmes journées, on peut aussi aller faire de la randonnée en nature, dans les montagnes, dans la jungle tropicale exubérante et d'une beauté confondante, dans des rivières, dans des cascades, aller se baigner dans des cascades incroyables. Pensez les paysages de Jurassic Park ou de Jumanji si vous avez les références cinématographiques. Et on a vraiment une nature omniprésente. Omniprésente et avec une végétation
absolument hors du commun. Très coloré, des fleurs partout, des couleurs incroyables. Végétation très sauvage, mais comme on l'a dit tout à l'heure, accueillante. C'est vraiment pas compliqué d'aller crapahuter au milieu de la jungle hawaïenne. Moi, j'aimerais bien revenir sur les fleurs parce qu'en fait, généralement, on parle assez peu des fleurs. Hein. Nous, on fait rarement les jardins botaniques et autres. Enfin, c'est pas, on aime bien, mais sans plus. Mais là, vraiment, ça nous a marqué. Ouais, c'est même nos filles ont été... des fleurs qu'on ne connaît pas, des couleurs incroyables, des fleurs bleues, des fleurs mauves, des formes et incroyables. Partout. Et des tailles. On a cette végétation, des fougères de taille jurassique, quoi. Ouais. On a l'impression vraiment on a l'impression d'être revenu à un autre temps avec des choses géantes. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Moi, je comparais ça un peu à la forêt d'Olympics dans l'État de Washington. C'est les forêts primaires. Comme ça, mais en plus. Alors déjà, il fait chaud. Et il y a de sublimes fleurs de toutes les couleurs qu'on n'a pas effectivement dans l'État de Washington. Et puis, quand on parle de nature, évidemment, il y a aussi une autre particularité. On l'a dit, ce sont des îles volcaniques. Et donc, il y a toute la partie volcanique qui est très présente. Alors ça se présente avec notamment tous les volcans éteints, donc des cônes volcaniques, il y en a plein, des cratères, il y en a plein, et on peut faire des balades où on va monter au sommet des cratères pour avoir des vues incroyables sur les alentours. On peut aller faire du snorkeling dans une baie qui est formée par un ancien cratère qui s'est ouvert d'un côté sur l'océan, c'est assez incroyable. Mais on peut aussi faire l'ascension de cratères très très abrupts. Enfin, vraiment, ça c'est assez dingue. Et on peut, en fonction de l'actualité, aussi traverser donc des anciens champs de lave ou des plus récents. Des plus récents, effectivement. Sur Big Island, on va trouver une activité volcanique pour le coup active. Des volcans en activité, notamment au sein du Volcano National Park, sur les pentes du volcan Kilauea, qui est le plus célèbre et celui qui a le plus d'activité actuellement. Donc on peut aller se balader dans des champs de lave encore fumants, on peut descendre au milieu d'une caldeira effondrée, on peut monter en haut du Mauna Loa, qui est le point culminant de toutes les îles d'Hawaï. On est sur un volcan à 4000 mètres d'altitude, dans lequel on va accéder en quelques heures seulement, alors qu'on était au niveau de la mer et qu'on se baignait dans l'océan Pacifique quelques heures auparavant. Et on est au-dessus des nuages, et ça c'est assez incroyable. On peut parler également des animaux. Alors déjà beaucoup d'oiseaux, de toutes les couleurs, beaucoup d'oiseaux tropicaux, etc. Quelques cochons sauvages. On en a croisé notamment un lors d'une randonnée où on tombe nez à nez avec un local, un hawaïen Kursuch, avec deux gamins de 8-10 ans. Et il nous interpelle, il nous demande si on veut venir voir le cochon sauvage. Ouais. Donc on se dit, il a dû spotter un cochon sauvage qui veut nous montrer dans la forêt. Comme quand on est à Yellowstone, on voit un animal sauvage, on dit tiens, regardez. Et en fait, il nous fait faire le tour de l'arbre, et de l'autre côté de l'arbre, en fait, il y a un énorme cochon sauvage pendu qui vient de saigner et qui vient de chasser en fait. Et là, on lui demande, waouh, vous l'avez, il a descendu, il l'a pisté dans la vallée avec ses enfants, et puis il a fini par l'acculer. Mais comment est-ce qu'il l'a attrapé ? Eh ben, il au couteau. Ouais. Il chasse au couteau, donc c'était assez impressionnant. Et après, je me souviens plus, on l'avait rencontré au début de la balade ou à la fin ? Ouais, plutôt au début. Au début, ouais. Parce qu'après on a fait la balade et c'est une balade où vraiment ça descend. On est descendu dans ces ravins, Et il y a de la boue, donc je sais même pas comment il a réussi. Enfin, c'était assez impressionnant. Alors des cochons sauvages, certes, des poulets, on en a déjà parlé, des poulets, des coqs qu'on trouve partout. Assez peu de reptiles, serpents, araignées, on trouve pas trop ce genre de choses. Floride, pas du tout. Non. Mais les moustiques, même pas les moustiques, ouais, pas vraiment, peu, vraiment peu. Ponctuellement, vous êtes un peu plein des fois, mais franchement, pas grand-chose. Non, par contre, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant, c'est la faune marine, Sylvain. Alors effectivement, le snorkeling, c'est juste incroyable. Quand on n'est pas habitué à ces zones-là, nous on était habitués au snorkeling en Floride, enfin, c'est le jour et la nuit. Hein. On nage littéralement comme dans un aquarium au milieu de centaines de poissons énormes. On peut nager avec les tortues de mer. Alors, il y a plus de poissons, mais surtout les couleurs. Et des couleurs très très vives, les poissons perroquets, des poissons rouges vifs, les tortues énormes qui nagent à côté de vous, c'est juste dingue. On n'a pas besoin d'aller loin en mer, on est sur le bord et là... Il y a des excursions, on peut aller faire du snorkeling avec des requins, on en reparlera. On peut aller voir les raimentas, on peut aller voir les baleines, les dauphins. C'est juste plus en bateau, incroyable, tout à fait, avec des sorties différentes. Et enfin, il y a vraiment quand même une culture
et une histoire qui est vraiment présente. Oui, puisque du coup, ces peuples autochtones, ils étaient là, on les a découverts il n'y a pas si longtemps, donc du coup, les vestiges de leur civilisation sont encore là. On peut visiter d'anciens villages, on peut visiter des ruines, on a beaucoup de choses comme ça. Puis il y a évidemment toute la présentation de la culture, on en reparlera, les danses hawaïennes, etc. Le point quand même vraiment très très important, ce qui nous a vraiment marqué, c'est la culture de l'accueil nulle part ailleurs, qu'on a vu nulle part ailleurs aux États-Unis, même pas dans l'Idaho. Oui, les Hawaïens ont une culture de l'accueil assez dingue. Évidemment, c'est le fameux aloha, bienvenue, soyez les bienvenus, tout le temps, partout. Et c'est pas une image. C'est pas fake non plus. Non, c'est pas fake. C'est naturel. C'est naturel, tout à fait. Donc c'est aloha, c'est bienvenue, et c'est aussi la zénitude. Ouais. C'est beau là. Cool. Prends les choses avec le petit sigle et tout. Voilà. Et puis il y a évidemment toute la présence militaire américaine, Pearl Harbor. On peut visiter la rade de Pearl Harbor, l'endroit où ont été coulés un certain nombre de navires qui sont aujourd'hui des mémorials. On peut visiter des musées de l'armée américaine qui sont incroyables. Mais on peut aussi quand on fait des randonnées, on tombe souvent sur des bunkers abandonnés. On peut monter dans des anciens camps militaires, etc. Ça, c'est assez impressionnant. Notamment, il y a une histoire des premiers cow-boys aussi. Ouais, quand on est sur Big Island, on peut aussi croiser la culture des Panitos. Et en fait, c'est les premiers cow-boys américains qui sont liés. Alors, je raconte rapidement l'histoire, très rapidement. En fait, le roi Kamehameha s'était vu offert par, je ne sais plus quel navigateur, des vaches. Et il a décrété que c'était des animaux sacrés et que c'était capou de les tuer. Donc du coup, on a relâché les vaches sur Big Island et elles se sont multipliées. 0 prédateur, les humains ne les chassaient pas. Elles se sont tellement multipliées qu'au bout d'une vingtaine d'années, elles saccageaient tout. Il y en avait partout. On ne savait plus quoi faire. Mais là, ils se sont retrouvés. Mais comment est-ce qu'on gère ces vaches ? Qu'est-ce qu'on fait avec elles ? Comment est-ce qu'on s'en occupe ? Et du coup, ils ont fait venir des Mexicains qui, eux, dans les ranchs mexicains, savaient s'occuper des troupeaux de vaches. Et ces Mexicains ont formé les premiers Hawaïens à leur méthode de vaqueros et sont devenus les premiers cow-boys américains et étaient des Hawaïens. Donc c'est vraiment une histoire assez incroyable qu'on peut retrouver sur Big Island. Ça. Et bien sûr, il y a aussi la présence effectivement historique, culturelle japonaise. Et évidemment, dont on a parlé précédemment. Du coup, quelle île visiter, Silver ? On a parlé des 5 principales, mais... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup étudié la question avant notre premier voyage. On a étudié tout ce qu'on pouvait trouver sur chacune des îles. Alors, on a éliminé Molokai parce que c'est vraiment la plus petite des îles. Elle est vraiment toute petite, donc ça fait vraiment beaucoup de transport pour juste une île minuscule. Et sur les 4 autres, on en a éliminé une deuxième qui est Maui. Non pas qu'on ait trouvé que sur Maui, il y avait des choses moins intéressantes, mais en fait, on n'a pas trouvé de choses sur Maui qu'on ne pouvait pas également trouver sur une des 3 autres. Comme on est obligé de faire des choix. Et comme on était obligé de faire des choix, exactement, on s'est dit que finalement sur Oahu, Big Island et Kauai, il y avait des particularités qui étaient incontournables et si on ne les faisait pas sur cette île-là, on ne pouvait pas le refaire ailleurs. Du coup, ça, c'est notre trio gagnant pour un premier voyage à Hawaï. Exactement. Nous, on conseille de faire ces 3 îles-là. Alors après, ça dépend si vous avez le temps. En gros, si vous avez 3 semaines, vous pouvez faire ce trio d'îles en faisant un peu plus de temps sur Oahu et 2 petites semaines un peu plus courtes sur Big Island et sur Kauai. Et si vous avez moins de 3 semaines, si vous allez vers 15 jours, là, va probablement falloir faire un choix et supprimer une des îles. Ou sinon, ce sera un peu trop express. Quand même, sinon ça risque d'être vraiment trop express. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur la première île, Oahu ? Alors, Oahu, on l'a dit, c'est pas la plus grande île, mais c'est de loin la plus peuplée. Il y a 1 million d'habitants sur l'île. C'est 70% de la population d'Hawaï en entier qui se retrouve sur cette seule île. Et notamment une grosse partie dans la capitale, Honolulu, qui est la seule véritable grande ville avec des gratte-ciel de tout l'archipel. Alors, on t'entend parler, on a l'impression que c'est oppressant, mais non. Enfin, ça reste à taille humaine. Ah non, pas du tout. Mais je veux dire, mais c'est la seule ville américaine avec des gratte-ciel. C'est pas non plus. Ouais, enfin, il y a quand même une petite forêt. Enfin, on n'a pas ça en France. Ça reste, ça reste quand même une ville américaine. Il y a des autoroutes, il y a des embouteillages, tout ce qu'on va pas trouver sur les autres îles. Ça, on va la trouver autour de cette capitale d'Honolulu. Alors cette ville, on peut la visiter. Il y a des quartiers intéressants. Il y a un quartier chinois qui est plutôt sympa. Il y a tout le quartier administratif avec notamment le Yolani Palace, qui est l'ancien palace royal des Kamehameha qu'on peut visiter. Il y a le State Capitol. Il y a le State Capitol puisque c'est un État. Ils ont bien dû créer un State Capitol. Puis il y a aussi des quartiers plus touristiques, notamment le quartier de Waikiki,
qui est le quartier de bordure de plage. Waikiki, c'est une plage, et c'est vraiment là que se concentre l'essentiel les boutiques, les restaurants et la population touristique. Et puis, du coup, sur cette île d'Oahu, il y a énormément de plages. On va trouver des plages à la fois au nord de l'île et au sud de l'île, très très différentes les unes des autres. Donc ça, c'est assez agréable. À chaque fois qu'on fait une plage, on a l'impression vraiment que c'est pas du tout le même environnement. Et autant sur Waikiki, c'est des plages en centre-ville avec beaucoup de monde. Mais il suffit de s'éloigner un tout petit peu d'Honolulu et c'est incroyable le nombre de plages totalement désertes dont on peut profiter. Enfin, même s'il y a beaucoup de monde, on était en août, il y a beaucoup de monde. C'est pas la haute saison. C'est pas la haute saison. C'est pas Côte d'Azur. C'est pas autant que la Côte d'Azur, mais il y a du monde. On n'est pas seul dans l'eau et on n'est pas seul sur la plage. Mais en tout cas, il suffit de faire 1 heure de route ou 45 minutes de route et on est sur des plages totalement désertes en bordure de la forêt vierge. Donc ça, c'est assez génial. Du coup, sur cette place notamment, dans Waikiki Beach, on peut faire du surf. Alors c'est un bon lieu pour, en tout cas, s'initier au surf, pour exactement, parce qu'il y a des vagues régulières de bonne taille, en tout cas parfaites pour l'initiation. Et ça, effectivement, c'est une expérience qu'on a fait. On peut trouver notamment sur Groupon des cours d'initiation vraiment pas très très cher. Après, dès qu'on sort de ça, les prix montent vite. Mais déjà, une première initiation, c'est juste magique parce qu'en fait, la qualité des vagues sont tellement bonnes qu'en 1 heure de temps, on arrive à prendre ses premières vagues et on a l'impression de savoir faire du surf. C'est assez génial. On pensait pas arriver aussi bien en une seule séance et ça nous a vraiment donné envie d'en refaire. Et pour les gens qui resteraient un peu plus longtemps, nous, on l'a fait un peu en fin de séjour sur Oahu. Si vous faites votre initiation en début de séjour, après, vous pouvez simplement louer des surfs et aller vous entraîner tout seul et ça peut être assez sympa. Restons sur le côté aquatique, on peut parler du snorkeling de bord de plage. Alors il y a différents endroits à Oahu, que ce soit Shark Cove ou Anoma Bay, qui sont des endroits réputés pour le snorkeling, où il y a des très très belles expériences de snorkeling en effet. Il y a du snorkeling qu'on peut faire aussi sur des bancs de sable ou au large. Oui, par exemple on peut louer des kayaks à certains endroits pour sortir dans la baie, rejoindre des bancs de sable où on peut faire du snorkeling. Et au large de Waikiki Beach, on peut prendre des bateaux qui vont vous emmener juste au large de la ville sur un couloir marin qui est un banc de sable où les tortues viennent se reposer et profiter des poissons qui vivent dans les coraux et qui viennent les nettoyer en fait en mangeant les petites algues qui sont accrochées sur les tortues. Et du coup, c'est des endroits assez incroyables où on peut vraiment nager au milieu de dizaines de tortues très calmes tout autour de vous. Donc ça, c'est magique. Alors bien entendu, comme on est sur une île, il y a les sorties en bateau qui sont possibles. Alors voilà, il y a des excursions en catamaran, en voilier, pour faire le tour de l'île, pour voir différents endroits, le coucher du soleil, les dauphins, les baleines, aller sur des spots de snorkeling. Mais alors ça, c'est tout ce qui est aquatique, mais il y a l'autre versant des activités qu'on aime vraiment beaucoup, à savoir les nombreuses randonnées dans la jungle, notamment. Oui, il y a plein de randonnées, soit dans la jungle, soit sur des crêtes, les crêtes qui sont assez chouettes. On peut randonner jusqu'à des bunkers abandonnés, on peut randonner jusqu'à des cascades. Dans certaines d'entre elles, on peut se baigner, c'est assez magique. Les niveaux de difficulté sont variés. Faire attention des fois à la pente. Et s'il pleut, les sols peuvent être boueux. Et quand ils sont boueux, c'est nettement plus difficile. Challenging. Ouais, c'est un peu plus. Ok, on a vu ça. On a vu effectivement qu'il reste sur cette île-là des volcans éteints. Ouais, il y en a plusieurs qui sont sympas. Il y a le Diamond Head National Monument, par exemple, qui est une base militaire à l'intérieur d'un volcan éteint. On peut rentrer dans la base militaire grâce à un tunnel, on se retrouve au milieu du volcan et après on peut faire une randonnée qui va monter sur les crêtes du cône volcanique et là on a une vue incroyable sur Honolulu, c'est vraiment une super balade. Et si on est assez challenging, il y a le Coco Crater qui est pas très loin et là il y a une randonnée qui est quasiment verticale en fait, c'est comme un escalier qui monte jusqu'en haut du cratère. Une échelle, j'appelle ça. Ouais, un escalier échelle et c'est vraiment une super balade qui va faire monter un peu le cardio, mais la vue à l'arrivée est juste incroyable. Et puis j'en ai déjà parlé, dans les volcans éteints, il y a cette fameuse Anoma Bay, qui est une baie dans un volcan éteint dont une partie s'est effondrée pour s'ouvrir sur la mer et qui a un spot de snorkeling assez magique. Très rapidement, effectivement, dans les paysages, on a des paysages dignes du film Jurassic Park, parce que ce sont les lieux de tournage. C'est là qu'a été tourné beaucoup de scènes de Jurassic Park, notamment dans le
pardon, Ouais, j'ai du c'est mal à les voir dur. avec les mains, le Kualoa Ranch. Alors, c'est une destination très touristique, on peut payer pour aller sur les sets de tournage de Jurassic Park, très pas. honnêtement. Ou pas. Ces mêmes Non. paysages, vous les avez partout, donc c'est vraiment pas, Voilà, franchement ils sont juste nécessaire d'aller dans ce ranch en Parce particulier. que c'est très cher en plus. Et puis, il y a Alors, juste pour d'autres... le citer, la Dole Plantation. Alors mais- oui, c'est une des anciennes plantations de canne à sucre et d'ananas. Moi, j'ai eu, on peut s'y arrêter juste pour acheter l'ananas sur Ouais, le bord de la on peut route, acheter des, dans leur boutique, et des c'est ananas suffisant. à $2 là, Voilà. qui sont super bien. Et mais voilà, c'est pas forcément la peine de faire l'attraction touristique de la visite de la Dole Plantation. Pas beaucoup d'intérêt. Bon, et comme on a dit, les éléments culturels de l'île, c'est notamment aussi Pearl Harbor, effectivement le site de Pearl Harbor. On a un cimetière aussi. Chinois, ouais. Ouais. C'est un cimetière chinois qui est juste magnifique sur le flanc d'un volcan. Comme ça. Qu'on peut visiter, puis des temples japonais, des temples bouddhistes qu'on peut voir à différents endroits, la Valley of the Temple notamment. Et puis dernière chose, dans les attractions touristiques mais qui peuvent valoir le coup, si vous avez un jour voulu nager avec des requins, c'est une possibilité sur Oahu. Et avec Tout le monde n'a pas forcément envie. Oui, pour ceux. Voilà, ouais. Deux possibilités. Vous pouvez le faire en cage. Donc vous allez dans un endroit où vous allez rentrer C'est dans une suffisant, cage qui va non descendre dans l'océan et on va faire venir les requins autour de vous. Puis vous faire exactement la même expérience au même endroit mais sans la cage. Et je dois dire qu'on a tenté cette expérience avec les filles. Tu as tenté l'expérience Voilà, avec les filles. avec les filles. Et c'était juste un des trucs les plus incroyables. Insensé. Incroyable qu'on ait jamais fait. Et voilà, si vous êtes tenté, c'est pas si cher que ça et c'est assez magique. Mais voilà, vous pouvez avoir un super séjour à Oahu sans faire cette activité, hein, je vous assure. C'est possible. On va passer à la deuxième île qui est celle de Big Island. Donc Big Island, c'est la plus grande île, la plus récente. C'est celle qui est la plus marquée par les paysages volcaniques et par les volcans. L'aéroport, il y a deux aéroports sur Big Island. Il y a Kona d'un côté et Liu de l'autre. Oui. Non. Ilo. Non, ouais, c'est... Ilo. Ouais, Liu, ça. c'est à Kauai. Ouais. Tout à fait. On a un peu de mal des fois avec les noms hawaïens. C'est aussi l'île la plus désertique. Il y a 200 000 habitants sur une île qui est 7 fois plus grande qu'Oahu où il y avait 1 million d'habitants. Donc évidemment, la densité n'est pas du tout la même. C'est une des îles sur lesquelles il y a le plus de vestiges archéologiques. Vraiment, on peut visiter des parcs historiques qui sont assez bien faits, assez intéressants. Et de notre point de vue, c'est probablement l'île sur laquelle il y a les spots de snorkeling les plus exceptionnels. Notamment au Captain Cook National Monument, mais aussi à la Two Steps Beach, qui est pas très loin. Là, vraiment, c'est un endroit qui nous a complètement bluffé. Une petite plage anodine, on va au bord de l'eau et là, c'est incroyable. C'est un aquarium. Et on saute au milieu on est resté 2 heures et demie, je sais plus. On pouvait plus faire sortir les filles tellement c'était incroyable. Mais bon, si on va sur cette île, c'est essentiellement quand même pour son activité volcanique. Oui, c'est là qu'on trouve le Hawaii Volcanoes National Park au niveau du volcan Kilauea, qui est encore en activité. Donc on peut dormir sur place. Il y a des cabines qui sont très sympas, un peu spartiates, mais vraiment très très chouettes dans le parc national. Et là, on peut faire des balades dans les champs de lave, dans les cratères, dans les calderas, etc. Et voilà, donc le Kilauea, c'est simplement le plus actif des 5 volcans qui ont créé les îles d'Hawaï. Et c'est donc un volcan sous-marin qui est relativement jeune en fait. Il a 200 000 à 300 000 ans, ce qui est rien du tout. Il a émergé il y a seulement 100 000 ans. Et il est régulièrement en éruption ces dernières années. Sur les 3 dernières années, il y a eu des éruptions assez régulières. Et dans les éruptions récentes d'importance, on peut noter en 2018, il y a eu des très grosses effusions de lave sur les flancs du volcan qui ont vidé une partie de la chambre magmatique à l'intérieur du volcan principal. Et cette chambre magmatique s'est effondrée. Elle a laissé un cratère de 500 mètres de profondeur. Truc assez incroyable, c'est effondré pendant une nuit. 500 mètres de profondeur, c'est plus haut que la Tour Eiffel, pour donner une idée. Et ce cratère s'est rempli progressivement de lave les années suivantes. Et donc c'était en 2018. Et aujourd'hui, on est à
450 mètres de remplissage. Donc il n'y a plus que 50 mètres de profondeur dans cette caldeira effondrée. Et du coup, il y a un sentier qui permet de descendre dans la caldeira effondrée. On reste loin du lac de lave du milieu, mais c'est quand même très très impressionnant. On peut aussi traverser le Kilauea Iki cratère, qui est un cratère secondaire, qui a eu une éruption historique en 1959, qui a projeté des fontaines de lave à plus de 580 mètres de haut, qui a rempli ensuite le cratère d'un lac de lave de 100 mètres de profondeur, qui s'est solidifié. C'est sur ce lac de lave qu'on peut aller faire une randonnée juste incroyable. On a l'impression d'être sur Mars, sur la Lune. C'est des paysages vraiment que j'avais vus nulle part au monde. Alors très rapidement, là, parce que la petite heure va devenir une grosse heure, en fait, on peut parler aussi du Mauna Loa. Voilà, et ses observatoires. Donc effectivement, à 4000 mètres d'altitude, en haut de ce volcan, on a des observatoires de la NASA, des observateurs japonais qui ont été installés. On peut monter en Jeep tout en haut, voir le coucher du soleil au-dessus des nuages. C'est assez incroyable. On a également effectivement des sources chaudes aussi. Ouais, on en trouve à certains endroits près de plages, c'est assez étonnant. Tout le temps, nous, les sources. Il y a vraiment des paysages de jungle qui sont assez sublimes. Avec des cascades aussi. Des cascades qui sont très très belles. Beaucoup de cascades où on peut se baigner sur l'île. Des lavatubes, mais ça alors, effectivement... des lavatubes. Alors comme on n'en a jamais vu, parce qu'on a beaucoup vu des lavatubes aux États-Unis. Donc les lavatubes, c'est des tunnels souterrains de lave qui se sont vidés et qui maintenant, c'est juste des tunnels qui ont été forgés à l'intérieur des volcans. Mais d'habitude, on fait des lavatubes qui font 200 ou 300 mètres de long. Et là, il y a des lavatubes qui font plusieurs kilomètres de long. C'est juste dingue. Vous partez avec une petite lampe de poche et vous vous enfoncez dans les profondeurs de la Terre. Personne au moins. C'est vrai que si la lampe s'éteint, c'est le noir absolu. Et vous ne pouvez pas voir votre main à 5 cm de votre visage. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment très 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 chouette. Et effectivement, rappelons, c'est là qu'il y a les cow-boys hawaïens aussi. Ouais, les pagnolos, les fameux pagnolos au centre de l'île. Donc beaucoup de choses finalement à faire sur cette île de Hawaï, Big Island. Et en fait, sur la troisième et dernière île que nous allons explorer. Donc Kauai. Donc ça, cette île, c'est la plus petite des trois. Néanmoins, c'est une des plus incroyables. C'est la perle des perles, en fait. Quand on fait les trois îles d'affilée, les randonnées on ont termine. été juste sublimes. Ouais, exactement. Donc on a des choses assez différentes en plus selon le côté de l'île où on est. Sur la Napali Coast, c'est la côte ouest de l'île. On a le Waimea Canyon State Park et le Cookie State Park, qui sont des parcs de roches rouges qui ressemblent un peu à l'ouest américain, mais dans une ambiance hawaïenne. Et on a des randonnées qui sont vraiment très très chouettes et qui peuvent aller jusque à cette côte de la Napali Coast qui est juste incroyable. Et on peut avoir des paysages de canyon. Oui, des canyons. Comme un peu comme Grand Canyon. Ah oui, on a pris complètement. photo, vous regarderez les photos qu'on a mis sur le blog, sur la page de ce podcast, et vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Et on peut loger au sein du Cookie State Park, on peut louer des mini-chalets, des petits chalets, mais qui sont super sympas, pas trop chers par rapport au reste de ce qu'on trouve sur l'île, et passer deux nuits là-bas, et c'est vraiment très très, hors très réseau. Hors réseau, hors tout, ouais, tout à fait. Donc on a ça, on a effectivement aussi beaucoup de très belles plages et du beau snorkeling. Oui, Tunnels Beach, Poipu Beach, vraiment du chouette snorkeling et des très très jolies plages. Et puis surtout l'Anakapiai Falls et l'Anakapiai Beach. Alors ça, c'est sur la partie nord de l'île, pas très loin de Princeville. Et c'est juste dingue. En fait, on a fait cette randonnée. Alors, c'est une randonnée un peu compliquée parce qu'il faut obtenir des permis. Mais bon, si on s'y prend correctement à l'avance, on les obtient. Et c'est vrai que donc c'est une randonnée en 2 temps. Il y a on fait une première ascension et on redescend. Jusqu'à une plage. En fait, on est le long de la côte. Donc les paysages sont très très beaux parce qu'on longe la côte dans les hauteurs. Voilà, exactement. Je précise bien. Sur le bord des falaises. Et on redescend jusqu'à une plage incroyable, une plage de film, une plage paradisiaque, la Anakapiai Beach. Et à partir de cette plage, il y a la deuxième partie de la randonnée qui rentre à l'intérieur des terres. On s'enfonce dans une vallée. On va monter à l'intérieur de cette jungle, de cette vallée, jusqu'à une spectaculaire chute d'eau qui fait je ne sais pas combien de hauteur et dans laquelle on peut se baigner. Et honnêtement, quand
souvent, on nous demande, dans l'Ouest américain, aux États-Unis, quelle est votre randonnée préférée. Et j'ai toujours du mal à répondre parce que des randonnées incroyables dans l'Ouest américain, on en a fait plein. Je dirais, est-ce que c'est plus beau de faire la traversée du Grand Canyon ou d'aller dans les subways de Zion ou d'aller dans les Slot Canyon d'Antelope? Sont tellement différentes les unes des autres que j'arrive pas à faire une hiérarchie. Je pourrais en citer 10 qui sont exceptionnelles. Et je me rappelle très clairement, en revenant de cette balade sur Kauai à Anakapi Falls, de me dire je viens de faire la plus belle randonnée de toute ma vie, il n'y a aucun doute là-dessus, je n'ai jamais fait un truc pareil. On traverse des forêts de bambous, on finit dans une cascade incroyable, on se jette dans l'eau. Cette plage, ces paysages, c'est juste complètement fou. Regardez les photos. Ouais. Et encore les photos, franchement, quand même. Elles sont chouettes, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est une randonnée d'une vie, je pourrais la faire tous les jours. Bon, je pense que là, on a bien résumé, Siver. On va essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Très rapidement sur Kauai, on a aussi le Wailua River State Park. On peut faire du kayak ou du paddle pour rejoindre des chutes d'eau dans lesquelles on peut se baigner, qui sont très chouettes. Et voilà, on va dire ça, on a fait le tour de Kauai. Combien de temps on peut y rester à Hawaï? Idéalement, nous, on va vous répondre le plus possible. Ouais. Le maximum que vous permet votre budget et votre timing. Donc, idéalement, 3 semaines. Avec 3 semaines, on peut faire les 3 îles sans trop se presser. Mais on peut aussi le faire sur un peu moins de temps, sur 15 jours par exemple, mais il va falloir faire des choix qui sont difficiles. Mais bon, si vous le faites depuis la France quand même, vu les temps de vol et autres, il vaut mieux quand même le faire aussi longtemps que possible. Alors, on peut aussi le faire, pas forcément depuis la France en fait. On peut imaginer de faire une excursion un peu plus courte à Hawaï depuis la côte ouest américaine. Ouais. Si vous êtes à Los Angeles ou à San Francisco, pourquoi pas faire une semaine sur une des îles d'Hawaï. C'est possible, on n'est qu'à 6 heures de vol, donc c'est quand même pas la même chose que les 24 heures depuis la France. Donc c'est une possibilité. Justement, alors quel budget prévoir alors pour ces très belles vacances? On arrive à la question qui fâche. Ouais. Alors les prix, on va pas se mentir, les prix sont élevés. C'est clairement plus cher qu'un séjour classique aux USA. En fait, tout est plus cher. En gros, c'est ça, tout est plus cher. Le vol est plus cher parce qu'il est plus long. L'hébergement est plus cher. Les activités, en tout cas les activités payantes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités gratuites ou peu onéreuses, sont plus chères. Le coût de la vie sur place, notamment la nourriture, est plus cher. On est sur une île, tout est importé. On est sur des îles, effectivement. On est sur des îles, donc ça joue. Et en fait, j'ai fait l'exercice, j'ai vérifié sur les séjours de cet été. J'ai vérifié les séjours des familles qui partaient dans l'Ouest à 4 et celles qui partaient à Hawaï. Et celles qui partaient à Hawaï à 4. Et alors, si on prend le spot vol, voiture, hôtel, sur le trio principal, vol, voiture, hôtel, en gros, les gens qui partent dans l'Ouest, ils sont sur des budgets de 8 à 10 000 euros pour cette partie-là. Pour 3 semaines à 4. Pour 3 semaines à 4, il faudra rajouter les dépenses sur place et les activités. Alors que sur Hawaï, pour la même chose, sur 3 semaines, on est sur 12-13 000 euros. Donc en gros, c'est entre 30 et 50% plus cher. Voilà, grosso modo, c'est ça qu'il faut se dire par rapport à un voyage aux États-Unis standard, compter 30 à 50% de plus. Alors justement, on va le voir pour les vols. Poste par poste, les vols, en général, on tourne à peu près à 1 500 par personne. Ouais, en gros, c'est ce qu'on va trouver si vous cherchez sans chercher d'astuces, sans faire de choses. Si vous prenez les vols Air France pour Hawaï en été, on va être sur 1 400 euros, 1 500 euros. Alors on peut imaginer qu'on peut, en fonction des aéroports, descendre à 1000, 1002. Voire, petite astuce quand même, si vous passez par Genève, nous, c'est on arrive à avoir, c'est toujours valable cette année. On arrive à avoir des choses plus proches de 1000, voire un peu inférieures à 1000. Ça nous arrive de temps en temps. Enfin, nous, entre 8 et 900. Ça nous est arrivé, mais on ne va pas dire que c'est. Vous rajouterez déjà une escale. Simple, voilà. Mais ça. Pour location de voiture, par contre, là, ça reste entre guillemets raisonnable. Ouais, c'est sur des prix qui sont grosso modo assez américains, entre 70 et 100 euros par jour selon le type de véhicule. Donc, c'est pas très très différent de ce qu'on trouve dans le reste des États-Unis. Et par contre, on va pas trop utiliser d'essence parce qu'en fait, elles sont pas très grandes les îles. Ouais, en fait, c'est pas si itinérant que ça. Ouais. En fait, par exemple, sur Oahu, on peut tout faire depuis Honolulu. On n'est pas obligé de prendre plusieurs points. Voilà. Sur Big Island, on est obligé de faire un peu plus itinérant parce que l'île est nettement plus grande. Et sur Kauai, c'est pas que l'île est grande, mais c'est qu'il y a des points d'intérêt à 2 endroits qui sont suffisamment espacés pour qu'on ait au moins 2 points au sud et au nord différents, mais pas autant que dans un voyage classique. Pour l'hébergement, on est en moyenne, en gros, entre 170 et 200 pour la moyenne basse,
pour une chambre 4 personnes. Ouais, Hein. c'est ce qu'on arrive à faire. Là, c'est ce qu'on est arrivé à faire pour les clients de cet été ou des séjours précédents. Si on n'est pas trop exigeant, si on commence à avoir des exigences sur certains types d'établissements, la moyenne peut vite dépasser les 200 et monter sur les 250 euros. Voilà. Mais voilà, on peut viser d'être en dessous de 200 euros et d'être en 160 Voilà. Et sur 200. sur certaines îles, il y a peu d'hôtels, du coup, on fait plutôt appel à Airbnb. Ouais, ça peut arriver à certains endroits, ouais, tout à fait. Par contre, pas de camping, hein. On s'était posé la question. On s'était posé la question. C'est quelque chose qu'on teste un jour, mais pour l'instant, on ne l'a pas testé. Il y a des avis contradictoires sur des petits problèmes avec les locaux. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas testé, on va dire que non. Voilà. Et juste une petite chose à voir, si pour les hébergements à Honolulu, là, il faut faire attention parce que le parking sera un coût supplémentaire. Oui, il y a un coût supplémentaire qu'il faut bien intégrer et bien savoir si vous avez un parking, ce qui est absolument nécessaire. Venons-en au coût des activités. Comme on a dit, il y a beaucoup de choses gratuites. Oui, il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a quelques activités ensuite classiques et sympas qui ne sont pas si chères, vers 20-30 euros pour aller dans des parcs particuliers. Et puis après, on a des activités payantes vers 40-70 euros par personne pour aller faire du snorkeling à certains endroits, pour aller voir les tortues ou ce genre de choses. Et après, les grosses activités, par contre, sont beaucoup plus onéreuses quand on veut aller faire des sorties en mer, etc. On va être vite, ou l'hélicoptère ou des croisières, on va vite être à 150-200 euros par personne. Donc là, il faut essayer de limiter ce genre d'activité, soit ne pas en avoir, soit en avoir une dans son séjour. Voilà. Par contre, on a été surpris parce que en fait, il y a quand même pas mal d'offres groupons qui peuvent être intéressantes. Sur Honolulu. Sur Honolulu, oui. Mais il ne faut pas hésiter à regarder, tout à fait. Enfin, j'aimerais qu'on parle de la nourriture, Silver, et là, j'aimerais qu'on soit assez rapide, comme ça. On peut dire, en fait, les prix sont un petit peu plus élevés, mais pas tant que ça. Alors, en fait, ouais, on avait cette impression qu'ils étaient vraiment plus chers que sur le reste des États-Unis. En fait, quand on regarde avec précision, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas les prix d'appel, les promos n'existent pas. Donc, en fait, les gens qui, comme nous, profitent beaucoup de ces offres promotionnelles dans le reste des États-Unis, ils vont trouver que c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mais si vous n'en profitez pas, en gros, si vous trouvez que la nourriture est chère aux États-Unis, bah, vous la trouverez aussi chère à Hawaï, peut-être un poil de plus, mais pas beaucoup plus chère. Mais si, comme vous trouvez que la nourriture n'est pas chère aux États-Unis, alors vous la trouverez chère à Hawaï. Oui, nous, on a vraiment trouvé ça cher. Voilà. On peut se débrouiller avec la nourriture locale, on reviendra dessus après. Oui. Alors donc finalement, pour des exemples de prix de budget... c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, pour un budget de 4 personnes. En gros, c'était entre 12 et 13 000 euros, quoi, 11 et 13 000 euros. Quoi. Ok. Venons-en maintenant à la gastronomie hawaïenne. Et nous allons commencer par la pizza hawaïenne, qui n'est pas hawaïenne en fait. Oui, alors juste un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, donc l'idée de mettre de l'ananas sur quelque chose et d'appeler ça hawaïen, donc ça vient pas des Hawaïens, c'est une invention des Canadiens d'ailleurs. Donc la pizza hawaïenne n'est pas hawaïenne, la pizza n'est pas hawaïenne. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors la cuisine hawaïenne, c'est une cuisine fusion. C'est un mélange de spécialités, de spécialités polynésiennes locales et puis de plats asiatiques, souvent japonais d'ailleurs, et de certains plats américains revisités. Alors, il faut faire la différence entre deux choses. Il y a ce que les Américains appellent la Hawaiian food et la local food. La Hawaiian food, c'est vraiment la nourriture polynésienne, la nourriture d'Hawaï avant l'arrivée des Européens et des Asiatiques sur l'île. Donc, les plats les plus connus d'Hawaiian food, c'est d'abord le kalua pig ou le kalua pork. Kalua, c'est une méthode de cuisson sur des fours enterrés. En gros, on met de la braise, on met la viande dans des feuilles de palmier ou autre, et ensuite on recouvre de terre et on laisse cuire pendant toute la nuit, un peu à l'étouffer, et ça donne quelque chose qui ressemble beaucoup au pulled pork, le kalua pig, mais c'est un pulled pork qui aura été cuit sans épices. Pas sans épices barbecue, c'est vraiment une viande comme le barbecue américain, mais on n'a pas les mêmes types d'épices, on n'a même pas d'épices du tout, mais c'est très très goûteux, c'est plutôt sympa. Alors ce plat, on le retrouve notamment lors des fêtes traditionnelles hawaïennes, lors des luo. Oui, tout à fait. Aussi. Dans les genres de choses très typiquement hawaïens, on va le poi. Alors le poi, on va juste en parler. Poi, c'est en fait une purée de taro assez liquide. Et c'est indescriptible. Dégueulasse. Non. Si, c'est violet. Voilà. Là, on est neutre. C'est violet. Voilà, c'est violet. Testé. Voilà. Après, on a d'autres types de ragoûts polynésiens avec des feuilles de taro et du lait de coco, le luo stew ou le lolo,
qui sont des viandes ou des poissons qui sont cuites à l'étouffée dans des feuilles de taro. Voilà, ça c'est des choses vraiment très locales, mais c'est différent de ce qu'on va appeler la local food, qui elle est plus liée au lieu physique d'Hawaï qu'au groupe ethnique polynésien. Donc c'est des cuisines fusion qui sont nées d'un mélange de différentes cultures qui se sont retrouvées sur l'île. Alors par contre, de mon plat préféré, le lokomoko. Le lokomoko, c'est la comfort food. Ouais, c'est vraiment un plat de comfort food hawaïen qui en fait c'est le plat du travailleur. Grosso modo, c'est du riz blanc qu'on surmonte d'un steak haché, d'un œuf sur le plat et d'un jus de viande, de la gravy un peu particulière. Et on mange tout ça ensemble. Et voilà, c'est un plat réconfortant. Pour certains. Pour certains. On va trouver des plats de comfort food japonais, notamment, qui sont vraiment intégrés dans la culture locale, notamment le chicken katsukuri. Donc c'est du poulet frit. Des filets de poulet frit découpés sur du riz blanc avec une sauce curry japonaise, c'est excellent. Le teriyaki beef, teriyaki chicken aussi, donc les chicken teriyaki, qui est une sauce japonaise pour la cuisson, et puis d'autres types de cuisson du poulet, uli chicken, ce genre de choses. Ce qu'on aime bien, c'est la macaroni salade, elle est vraiment bonne. Ça c'est très hawaïen, la macaroni salade, donc c'est une salade de pâtes un peu sucrée, mais vraiment très bonne, et elle est notamment servie dans ce qu'ils appellent les plate lunch. Les plate lunch, c'est toujours une boule de riz blanc, une boule de macaroni salade et une viande. Donc ça peut être un chicken katsukuri, du teriyaki ou du kalua pork ou ce genre de choses. Parlons du spam musubi. Alors les musubi, c'est des sortes d'onigiri. Oui, c'est ça. C'est comme un très gros sushi ou comme un onigiri. Oui, nigiri. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une sorte de boule de riz blanc, effectivement. Alors, c'est pas une boule, mais c'est un bloc, comme ça, entouré effectivement d'algues. Les algues nori. Et dessous, vous avez du spam. Alors, ça dépend. Ça, c'est le spam musubi. Donc, voilà, il y a plein de types musubi différents, mais celui qui est vraiment local, c'est le spam musubi. Donc, ils font des sortes de sushis géants au spam. Le spam, c'est du corned beef, en fait, qui font poêler et qui mangent. Ça, c'est une des nourritures qu'ils peuvent manger à toute heure du jour et de la nuit. C'est du snack. Notamment pour le petit-déj. Et c'est pas très cher. Et c'est pas très cher. Ça pourrait être une solution, effectivement, comme ça. Vous avez les pokés, effectivement. Donc là-bas, nous, on connaît les pokéballs, où en fait, on a du riz, comment ça s'appelle, des légumes et du poisson cru, comme ça. Là-bas, les pokés, c'est essentiellement le poisson cru. C'est le poisson cru sur du riz. En gros, il n'y a pas tous les autres petits accompagnements de ceci, de cela qu'on rajoute. Non, c'est poisson cru, mariné, évidemment, sur du riz. Ils sont vraiment excellents. Si vous aimez ça, vous allez vous régaler sur place. Il y a la shave ice, qui est une grande spécialité hawaïenne. Grosso modo, c'est des desserts à base de glace râpée. En fait, ils prennent un grand rasoir sur un bloc de glace, ils rasent pour faire une sorte de neige, en fait. Et ensuite, ils mettent un sirop sucré par-dessus. Très honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ressemble un peu aux spécialités japonaises ou coréennes, le bingsu, le kakigori. Mais bon, voilà. C'est très apprécié sur place, mais non. Ça n'a pas un intérêt majeur. Par contre, on peut parler quand même de l'ananas, vraiment. Alors évidemment, il est cultivé localement, donc il n'est pas cher. Il est très frais. Et il y a aussi des glaces à l'ananas qui sont faites, des glaces à l'italienne à l'ananas qui sont faites par Dole. Hyper bonne. Pour ceux qui aiment l'ananas, c'est pas mal aussi. Alors on va retrouver quand même des chaînes de restaurants américaines que l'on connaît. Alors effectivement, notamment sur Oahu, on va trouver quelques Raising Cane's, quelques Wendy's, quelques Taco Bell. Des Panda Express également, des Buffalo Wild Wings ou même des Crumble Cookies. Donc on va retrouver ces chaînes un peu plus chères qu'aux États-Unis et sans la plupart des grosses promotions qu'on peut avoir sur le reste des États-Unis. Mais bon, ça peut permettre malgré tout de manger pas si cher que ça par rapport à la nourriture locale. Il y a une chaîne que tu aimes bien, mais qui n'est pas américaine. Non, qui n'est pas du tout américaine, qui est japonaise. Mais que tu aimes bien. Ouais, c'est une chaîne qu'on a découvert à Londres, en fait, qui s'appelle Marugame Udon. Et ils en ont quelques-uns aux États-Unis, notamment à Los Angeles et à Washington. Et ils en ont 2 à Hawaï. Et c'est une chaîne de udon. Donc, ce sont ces pâtes japonaises. Et notamment, ils les servent avec une sauce curry qui est juste incroyable, tombée par terre. Et c'est très copieux. Donc, les prix on peut en partager. On peut vraiment facilement partager. Du coup, les prix sont très corrects. Donc nous, c'est vrai qu'on aimait bien manger là-bas. Et puis il y a surtout les restaurants vraiment locaux, c'est les drive-in.
ce qu'on appelle aussi les Hawaiian barbecue. Donc c'est vraiment, alors on appelle ça drive-in parce que c'est des restaurants qui n'ont pas forcément beaucoup de places assises, beaucoup de gens viennent pour prendre à emporter, mais il y a quand même généralement quelques tables dehors ou quelques tables en intérieur. Et c'est un genre de cantine, de cafétéria avec service au comptoir qui sert principalement des plats de comfort food hawaïens qu'on vous a cités avant, des katsukuri. Donc il y a deux chaînes qui sont très présentes, LNL et Zippy's. Zippy's c'est un peu plus haut de gamme et LNL c'est vraiment la chaîne la plus classique qu'on trouve aux États-Unis. Nous c'est notre chaîne préférée. Mais il y a aussi beaucoup de drive-in un peu équivalents, indépendants qu'on trouve un peu partout. Pour nous, c'est l'endroit le moins cher, le plus intéressant pour manger si on aime cette comfort food hawaïenne, parce que en fait, on va pouvoir commander des plats en big plate. Les big plates, c'est vraiment des versions XXL de leurs plats. Et franchement, une big plate, c'est très copieux à deux. Ça pourrait même servir pour 3 personnes. Et donc, du coup, comme les big plates, elles sont à $15-16, ben, finalement, ça fait $7-8 par personne pour quelque chose de très copieux. Donc nous à 4 on prenait 2 big plates et on avait des restes pour le soir tellement c'était copieux. C'était vraiment notre cantine principale sur Hawaï. Et bien sûr il y a des restaurants japonais et notamment chinois. Ouais. Chinois. Oui, donc il y a la chaîne américaine Panda Express, mais il y a aussi comme aux États-Unis des petits restaurants chinois indépendants, des fast-food chinois indépendants. C'est très local aussi. Et là encore, si vous prenez les big plates avec free meats, c'est énorme en quantité. Et avec un plat, vous mangez à 2 ou 3 facilement. Donc c'est aussi une façon de manger pas trop cher. Notamment au Panda Express ou autre. Dans les supermarchés, en fait, pour faire vos courses, on trouve quelques Alors, Walmart. On trouve des Walmart, mais avec un rayon nourriture beaucoup moins étoffé que sur les États-Unis et des prix un peu plus élevés. Mais bon, ça permet quelques malgré Costco, tout. Aussi. Pour ceux qui ont la carte Costco, c'est assez intéressant. Sinon, il y a des Foodland. Ouais, Foodland, c'est des petits supermarchés locaux qui sont intéressants parce qu'ils ont un rayon nourriture chaud. Avec des salades bars, des musubi, des pokés. Donc des bento, etc. Donc on peut trouver de quoi manger pour pas si cher que ça. Sinon, il y a beaucoup de mini-supérettes. Sinon, exactement. Il y a notamment des supermarchés japonais. Il y a une présence de supermarchés japonais, la marque Donkirote, ou qu'on appelle aussi Don Donki, et qui sont assez amusants. Allez-y, c'est vraiment surprenant. C'est très surprenant. Et puis il y a tout un ensemble de nourriture japonaise qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, assez varié. Et j'aimerais qu'on parle aussi des ABC Store. Ouais, c'est des genres c'est un mi-chemin du convenience store et de la boutique de touristes de souvenirs. Alors il y a un endroit où ils vendent des souvenirs, de l'autre côté ils vendent des articles de plage, et puis il y a toujours un petit coin où ils vendent de quoi grignoter, des snacks, des spam musubi, des snacks. Donc il y en a un peu partout, donc ça peut dépanner. Enfin, pour finir, Siver, pour approcher la culture hawaïenne, on va les trouver, comme on l'a dit, par l'ambiance, en fait. Ouais, l'ambiance, elle est particulière. On va avoir beaucoup d'accès aux traditions hawaïennes, les danses hawaïennes. Il y a des représentations sur Oahu, sur la plage de Waikiki Beach, qui sont gratuites dans certains centres commerciaux. Dans les Hawaiian Center. Voilà, donc on va pouvoir être confronté à ces traditions-là. On va le trouver dans la nourriture. Nous, on a eu la chance, quand on y était, il y avait des courses de Dragon Boat, des courses de pirogues hawaïennes. C'était vraiment impressionnant. C'était assez sympa. Il y a des événements locaux, des marchés. Et puis, pour ceux qui le veulent, il y a ces fameux luau, ces fêtes traditionnelles hawaïennes. Donc, c'est un repas traditionnel avec des danses, etc. Donc, c'est des origines qui remontent au roi Kamehameha II. Qui va supprimer les lois religieuses qui interdisaient auparavant les femmes et les étrangers de manger certains aliments ou même simplement de manger avec les hommes. Et à partir de ce moment-là, on va faire ces grandes fêtes pour rassembler tout le monde autour d'un repas et de danse et de chants traditionnels. Donc on peut assister à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est des événements assez touristiques et assez chers également. C'est souvent plus de 100 €, c'est vite 130 à 200 € par personne pour ces spectacles, dîners-spectacles, on va dire, de culture. C'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire du tout. Non, du tout. Comme ça. Voilà, je pense que vraiment, Siver, il est temps de nous séparer. Mais j'avoue encore une fois que j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est d'y repartir et de me lancer dans la préparation du prochain voyage, Siver. C'est vrai qu'on envisage d'y aller l'année prochaine. Quand on est parti à Hawaï la première fois, on est parti 4 semaines parce qu'on s'est dit on va y aller une fois, c'est cher, on va probablement jamais y retourner de notre vie. Et quand on était sur place, on s'est très vite aperçu que c'était une évidence qu'on reviendrait parce que c'était tellement exceptionnel ce qu'on voyait, ce qu'on vivait que on ferait l'effort. On y retournerait peut-être pas tous les ans, mais on y retournerait peut-être pas à 4. régulièrement. Et en fait, à la fin de notre séjour, on s'est dit on va y retourner, mais même
pas trop longtemps, quoi. Ouais. Et donc j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur cette merveilleuse destination américaine et que vous dites désormais pourquoi pas moi. Exactement. Allez-y. N'hésitez pas à consulter les photos de notre périple hawaïen. On va mettre les images sur la page en ligne du podcast, sur notre blog. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on est prêt à vous accompagner dans un coaching pour vous préparer un carnet de route sur mesure si vous voulez découvrir les îles d'Hawaï. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à notre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager l'épisode et à vous abonner. Vous pouvez également poursuivre l'expérience en découvrant notre dictionnaire insolite des États-Unis aux éditions Cosmopole ou en nous retrouvant sur notre blog voyagerosetats-unis.com. Vous pourrez y découvrir nos circuits d'exploration des grandes villes américaines, acheter nos carnets de route ou nous contacter pour un coaching si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.